Vous allez comprendre ce que signifie ce titre, le bug humain. Et tout d'abord, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher? On peut se demander pour quelle raison un neurobiologiste comme moi, on est arrivé à se poser cette question-là. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que le cerveau humain, qui est la force de l'être humain, qui est sa particularité par rapport à d'autres espèces, qui est ce sauf-conduit, son passeport pour la survie, qui lui a permis de survivre pendant des millions d'années avec des moyens physiques relativement faibles, son cerveau est ce qui lui a donné son intelligence et sa capacité à coopérer, à améliorer sans arrêt ses qualités de vie, ses conditions de vie. Donc il y a un paradoxe dans l'idée d'imaginer que ce cerveau, qui a été son meilleur allié, pourrait être en fait ce qui le pousse aujourd'hui à détruire son monde. Et c'est ce paradoxe en fait qui était à la base de tout. Aujourd'hui, on peut se demander comment l'humanité est à la fois une espèce aussi intelligente qu'elle a envoyé des hommes sur la Lune, qu'elle a inventé des antibiotiques, qu'elle a fait reculer la mortalité infantile, qu'elle a inventé des écrans à plasma, des routes, des autoroutes, la médecine, et en même temps aussi stupide pour ne pas se rendre compte que si elle ne change pas maintenant et de façon radicale son mode de vie, elle va tout droit vers l'abîme. Donc ce paradoxe-là, on y est confronté sans arrêt, et on n'a pas la réponse. Et moi, je dois avouer que pendant longtemps, je n'ai pas forcément eu l'idée de me dire que c'était lié au fonctionnement de notre cerveau. Mais je pense qu'avant ce questionnement-là, j'ai vécu une période d'incubation, c'est-à-dire une période où des informations m'arrivaient régulièrement en provenance des médias, des discussions, de ce qu'on entendait sur des communiqués de l'ONU, des communiqués du GIEC. Et année après année, se faisait jour en moi cette idée que mais on était en train de faire n'importe quoi. Et puis un jour, s'est produit un déclic. Et souvent, les déclics dans la vie, ce n'est pas le fruit de savantes cogitations philosophiques, c'est tout simplement lié à une circonstance de vie tout à fait pragmatique, tout à fait prosaïque. Et dans mon cas, c'était simplement en train de prendre mon petit déjeuner le matin. Il était 8 heures du matin, j'avais mis la radio, une grande station de grande écoute en France, et j'entends un journaliste qui annonce, j'ouvre les guillemets, « J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer ». Et la très mauvaise nouvelle, c'était la suivante, c'est qu'il disait que 15 000 scientifiques, tout autour de la Terre, avaient tiré un signal d'alarme pour nous dire « Attention, nous sommes en train de perdre la course contre le réchauffement climatique et les conséquences vont être dramatiques ». Et il énumérait les conséquences, c'est-à-dire augmentation des températures, montée du niveau des mers, migration de masse, perte des rendements agricoles, sécheresse à répétition, conflits armés pour l'accès aux ressources, tout ça étant tracé d'après un compte à rebours établi, preuve à l'appui, par des milliers de scientifiques, par le GIEC, donc quelque chose de solidement établi. Donc un futur tracé qui allait vers cette catastrophe toute écrite. Et effectivement, en entendant le journaliste ce jour-là dire « J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer », j'ai trouvé qu'il avait trouvé les mots. Une journée se passe et le lendemain matin, je suis de nouveau à ma table de petit déjeuner, je mets la radio, même heure, même station, même journaliste qui dit « J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer ». Alors là, j'écoute attentivement. Quelle est cette très bonne nouvelle qu'il nous annonce? Et il nous dit « La communauté européenne a vendu pour 50 milliards de contrats d'Airbus aux Émirats arabes unis ». C'est authentique. Hein. Je peux vous donner les sources. C'était à 24 heures d'intervalle, à la même heure, le même présentateur. Et c'est là que j'ai eu un déclic. Parce que je me suis dit, mince alors, là on est quand même très très mal barré, les amis. Parce qu'on a là quelqu'un qui est chargé de diffuser de l'information, quelqu'un qui a une formation intellectuelle, qui a accès à des informations, qui les recoupe, qui a priori n'est pas un parfait crétin, mais néanmoins qui ne se rend pas compte qu'il navigue et qu'il vit en pleine incohérence, en pleine contradiction. Il se félicite aujourd'hui de quelque chose qui provoque ce dont il se lamentait la veille. Et tout va bien, et on continue comme ça. Et depuis ce jour-là, il m'a semblé que j'entendais ça en permanence. Plein de communiqués alarmistes sur l'avenir de la planète, et en même temps, ouf, la croissance repart, ouf, on a sans arrêt. Comme si personne n'était capable de se dire que c'est totalement impossible de concilier ça. Mais non, on continue, on continue. Et c'est là que je me suis dit, alors, c'est pas très honnête de critiquer un pauvre journaliste qui fait son travail. Parce que toi, Sébastien, tu es exactement aussi incohérent que lui.
Tu es très préoccupé par le sort de la planète, de la nature, de la biodiversité, mais en même temps, tu as un bilan carbone de 10 tonnes par an à peu près. Il faudrait descendre à 2 tonnes par an et par personne pour atteindre les objectifs fixés par les accords de Paris, dont on saura déjà qu'ils ne seront jamais atteints. Alors moi, je savais que j'étais dans cette même contradiction, puis tous mes amis, mes voisins, ma famille, tous les gens avec qui je vivais, la réalité était tout à fait simplement implacable. On sait, mais on continue. On sait une chose, on fait le contraire. Et ce qui est en jeu, ce n'est pas 1000 $ ou 1 milliard ou 100 milliards, c'est notre existence existentielle. Comment c'est possible? Alors c'est là que pour moi c'est devenu intéressant. Pourquoi? Parce que quand on voit des millions d'individus qui ont tous un tel problème d'incohérence, pour moi ça voulait dire une chose, c'est que quelque part, notre cerveau, qui est présenté comme la 8e merveille du monde, le siège de l'intelligence, en fait il est complètement débile. Il est à la fois intelligent et stupide. Et donc ça ne peut pas être un hasard, il doit y avoir quelque part dans le cerveau humain un dysfonctionnement, quelque chose qui est mal fichu. C'est ça que j'ai appelé le bug humain. Et alors, comment savoir? Alors aujourd'hui, en même temps qu'on vit l'époque où peut-être la planète est en train de s'effondrer, on vit en même temps une époque formidable parce que pour la première fois, on peut voir à l'intérieur de notre cerveau ce qui se passe quand on réfléchit. Et à quoi ressemble un cerveau quand on l'ouvre? Bien, on voit ça. Schématiquement, un cerveau humain, c'est composé de 2 grandes structures. Alors vous avez la partie extérieure, toute plissée, toute jaune, que vous voyez là, qui s'appelle le cortex. Le cortex, c'est ça qui nous rend intelligents. Ça qui nous permet de concevoir des idées, de communiquer, de coopérer, de planifier des actions complexes, d'avoir une pensée symbolique, de résoudre des équations. C'est l'intelligence humaine. C'est ça qui s'est développé depuis les dernières étapes de l'évolution d'Homo sapiens. Mais si on regarde plus au centre du cerveau, on voit autre chose. On voit cet organe rose que vous voyez là, qui s'appelle le striatum. Alors d'une part, le striatum, lui, il est beaucoup plus ancien. En fait, quand on descend vers le centre du cerveau, c'est un peu comme un voyage dans le temps, on va vers des structures plus ancestrales. Et lui, il s'est développé bien avant l'apparition de l'être humain. Il était déjà présent chez des poissons fossiles comme la lamproie qui existait il y a 360 millions d'années dans les océans. Et il s'est transmis à travers toutes les formes de vie vertébrées jusqu'à l'être humain. Donc il est très ancien, c'est le premier point. Et puis lui, il ne fabrique pas du tout de l'intelligence. Lui, il produit des désirs, des motivations. Il nous pousse à agir. Et il nous pousse à agir dans un sens bien précis. Et comment il nous y incite? Eh bien, en nous récompensant quand on fait ce qu'il demande, avec une molécule qui s'appelle la dopamine et qui nous donne du plaisir. Ça s'appelle le système de la récompense. Ce striatum va nous récompenser avec du plaisir à chaque fois qu'on fait un certain nombre d'actions. Et ces actions, on peut les compter, je compte sur les doigts de la main, il y en a 5, ce sont tous des comportements qui nous ont permis de survivre pendant des millions d'années. De sorte qu'en nous récompensant à chaque fois qu'on le faisait, le striatum œuvrait en fait à notre survie. Les 5 grandes motivations humaines que je vais vous expliquer, donc, ce sont celles qui nous ont permis de survivre, et on peut très bien les identifier en se demandant qu'est-ce qu'il fallait pour survivre pour nos ancêtres à l'époque où l'humanité est apparue, il y a 3 millions d'années dans la savane du Paléolithique. Pour nos ancêtres Homo erectus, qu'est-ce qu'il fallait faire pour survivre? Premièrement, pour survivre à court terme, qu'est-ce qu'il faut? Eh oui, ça tout le monde le sait, il faut manger. Donc pour nos ancêtres, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire cueillir des baies ou chasser des animaux. Et quand on trouve un gros animal, on est très content parce que là on survit, on fait des réserves d'énergie. Alors cette scène, elle est intéressante à analyser pour plusieurs raisons. D'une part, vous voyez qu'effectivement, ils sont tout contents de manger, et donc leur striatum les récompense avec de la dopamine. Donc ça fait plaisir, on mange, on se nourrit, c'est la survie. Ok. Mais vous voyez qu'à côté, il y a également des prédateurs ou des charognards. Autrement dit, là, le compte à rebours, pour eux, c'est commencé. C'est qu'il faut qu'ils se dépêchent. Parce que là, il y a une hyène, il va y en avoir 10, il peut y avoir des lions, il peut y avoir tout ce qu'on veut. Ça, c'est des individus relativement fragiles. Dès que ces gros animaux vont arriver, ils vont partir en courant. Et donc, ils ont intérêt à avoir fait des réserves. Vous avez remarqué aussi, peut-être, que sur cette image, il n'y a pas de réfrigérateur. Autrement dit, la viande, on ne peut pas la conserver. Donc là encore, pour survivre, il faut manger le plus vite possible, le plus possible quand l'occasion se présente. Nous, c'est facile, on peut se dire « je vais garder la ligne, ce soir je ne mange pas trop, demain j'ai mon frigo qui est toujours plein. » Et il n'y a pas un ours des cavernes dans le couloir qui va me disputer mon steak. Pour eux, ce n'était pas ça. Celui qui survit à cette époque, c'est celui qui arrive à se goinfrer
quand l'occasion se présente. Et le striatum se conforme, se configure à cette époque pour récompenser nos ancêtres à chaque fois qu'ils mangent le plus possible. Il n'y a aucune raison de se limiter. Celui qui veut faire un régime disparaît, éliminé de la sélection naturelle, c'est fini pour lui, on n'en entend pas parler. Ça veut dire que les seuls gènes qui nous sont arrivés, c'est ceux qui nous poussent à manger le plus possible quand c'est possible. Bon. Donc ça, c'est une leçon très importante à retenir. Pour le besoin alimentaire, le striatum, celui qui nous donne du plaisir quand on mange, il ne possède pas de fonction d'auto-limitation. Il n'est pas fait pour ça. Deuxième grand comportement, j'ai dit qu'il y en a 5, pour survivre à plus long terme. Bon, j'ai assuré ma survie, j'ai mangé, ok, ma survie immédiate est assurée, mais si je veux que ma lignée, ma descendance survive à plus long terme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai entendu reproduction, oui. Il faut que je fasse des copies de mon ADN tant que je suis là, tant que je suis vivant, avant que je sois croqué par un guépard, que je fasse des copies de mon ADN. Et, après la théorie de la sélection naturelle, pour passer justement entre les mailles de la sélection naturelle, il faut faire plus de copies de son ADN que le voisin, que le rival. Résultat, il va falloir donc avoir des relations sexuelles qui vont donner de la dopamine, associée souvent à une sensation plaisante, qui va encourager à recommencer, et ce système va encourager à avoir le plus de relations sexuelles possible pour faire le plus de copies de son ADN. Après, on va inventer plein de choses, la monogamie, la fidélité, tout ça, mais là, on raisonne, récompense immédiate, le plus de gènes répandus possible dans la nature, donc le plus de relations sexuelles possibles. Et là encore, il n'y a pas de limite fixée a priori par notre striatum dans cette dynamique. Donc, survie à court terme, je mange. Survie à plus long terme, je me reproduis. Survie encore meilleure. Comment je peux faire pour augmenter mes chances de survie? Manger, oui. Se reproduire, oui. Mais c'est encore beaucoup mieux si j'arrive à faire ces deux choses-là en étant le chef. Pourquoi c'est encore mieux? Dès que vous êtes un personnage important dans votre groupe, toutes les études le montrent, et c'est vrai aussi bien chez les chimpanzés que chez les chasseurs-cueilleurs que chez les humains dans nos sociétés modernes, ça reste le cas, les statistiques le montrent, plus vous êtes un personnage important, plus vous avez accès à la nourriture et aux partenaires sexuels. Et d'ailleurs, il y en a qui en abusent, et on voit que tous les scandales, ça touche toujours des gens qui ont beaucoup de notoriété et qui ne savent plus se mettre de limites et qui font n'importe quoi. Il y a vraiment une corrélation entre le niveau de célébrité et de pouvoir et la tendance à l'hypersexualité. Donc ce système-là, c'est un avantage parce qu'autrefois, celui qui arrivait à détrôner le chef de tribu et qui disait « maintenant c'est moi le chef », il avait plus d'opportunités sexuelles et il avait la part du roi quand on partageait le gibier. Donc tout ça, ça fait que notre striatum nous récompense à chaque fois qu'on grimpe des échelons dans la hiérarchie sociale. Et là encore, sans limite fixée a priori. Alors j'ai mangé, je me suis reproduit, je suis le chef. Je commence à avoir des bonnes chances de survie. Comment je peux encore améliorer tout ça? Eh bien, c'est si j'arrive à faire tout ça sans rien faire. Là, j'envoie les autres chasser à ma place, moi, je me tourne les pouces. Pourquoi ça augmente mes chances de survie? Il faut comprendre que dans un milieu hostile, où la nourriture n'est pas garantie, eh bien, celui qui survit, c'est celui qui arrive aussi à s'économiser, à maximiser son rapport entrée d'énergie versus dépense d'énergie. Ça, c'est le principe de base de la vie. Il y a 3 milliards d'années, dès les premières formes de vie dans les océans, les premières bactéries, ces êtres-là obéissent à un principe qui s'appelle l'homéostasie, qui suppose toujours d'optimiser ses entrées d'énergie, donc l'énergie qu'on arrive à capter, et de minimiser ses dépenses d'énergie. Et dans les espèces évoluées comme l'être humain, ça se traduit par la présence de neurones dans le striatum, de petites cellules nerveuses dans le striatum, qui sont spécialisées, qui font une seule chose. Dès que vous faites quelque chose, elles se disent combien ça va me rapporter et combien ça me demande d'efforts. Et dès que ça demande moins d'efforts, elles s'allument et elles libèrent de la dopamine. Et ça nous encourage sans arrêt à chercher à avoir le maximum de profit pour le minimum d'efforts. Et là encore, sans limite fixée a priori. Donc, je mange, je me reproduis, je suis le chef, je ne fais rien. Comment je peux encore, et ça va être le 5e grand comportement, ensuite on aura fini ce premier tour d'horizon, améliorer mes chances de survie. Alors ça, c'est une motivation humaine qu'on retrouve aussi chez d'autres animaux, notamment les macaques, les chimpanzés, chez les animaux, les primates évolués.
Ça peut paraître un peu moins trivial, mais si vous faites un stage de survie en milieu naturel, et peut-être que certains l'ont fait, puisque je parle à des gens qui connaissent bien le milieu naturel, vous verrez que c'est la clé de la survie. Ça veut dire trouver des informations dans son milieu naturel, repérer des traces de pas, par exemple, d'un gibier, savoir faire la différence avec la trace possible d'un prédateur, parce que là, c'est une question de vie ou de mort. Et pour nos ancêtres, ça veut dire que c'est tellement important de repérer des informations discrètes dans le milieu naturel, et la nature est un milieu pauvre en informations pour survivre, sauf pour celui qui connaît très bien. Mais justement, on développe une grande acuité à ces informations-là. Notre striatum a développé un grand appétit d'informations dans un milieu naturel où il faut savoir vraiment les repérer. Et en trouvant ces informations, on arrive à améliorer ses chances de survie. Donc là, on a un package de 5 grandes motivations. Tous ces comportements, manger, se reproduire, être le chef, faire le moins d'efforts possible et trouver des informations, dans toutes les expériences qu'on fait en laboratoire aujourd'hui, provoquent la libération de dopamine dans le striatum, du plaisir et l'envie de recommencer. Et tout ça est tellement parfaitement conçu que ça nous a amené, au terme d'une pérégrination de millions d'années, depuis les premières musaraignes qui étaient les premiers mammifères en fait, qui ont survécu dans l'ombre des dinosaures pendant l'extinction d'il y a 55 millions d'années, jusqu'à aujourd'hui, on retrouve toujours ce système qui récompense ces 5 grands comportements de base. Et ils sont encore à l'œuvre dans notre cerveau parce qu'il n'a pas changé d'un poil. Alors où est le problème ? Moi, je résumerai pour l'instant en disant que ce striatum, c'est un passeport pour la survie, c'est un système extrêmement bien rodé. Il est totalement optimisé par 300 millions d'années d'évolution. Alors le problème, il est où ? Le problème, il est que si vous vous rappelez bien, chez l'être humain, c'est rajouter autour du striatum l'immense cortex cérébral. C'est comme une explosion, c'est comme un Big Bang. D'un seul coup, chez Homo sapiens, il y a peut-être 100 000 ans, ça paraît long, mais en fait c'est court à l'échelle de l'évolution, cette partie extérieure du cerveau commence à grossir. Tellement que pour pouvoir tenir dans le crâne et continuer à pouvoir passer à travers le bassin des femmes, à travers l'accouchement pour maintenir l'espèce humaine, il est obligé de se plier. Donc le cortex, il a voulu se développer tellement, parce que ça apportait tellement d'intelligence, que pour tenir dans le crâne humain dans des dimensions raisonnables, il a été obligé de se chiffonner. C'est pour ça qu'il est chiffonné. Donc il s'est développé, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a produit de l'intelligence. L'intelligence des premiers humains, c'est pour quoi faire ? Des outils. Ça, c'est l'apparition de la pierre taillée, et puis ensuite, c'est les armes de jet. Et donc, d'un seul coup, un singe qui est limité, en fait, pour nourrir son striatum avec du gibier, parce que les chimpanzés chassent, ils chassent l'antilope, on ne le sait pas forcément, mais ils chassent à main nue. C'est quand même beaucoup moins efficace qu'avec un arc ou une sagaie ou un propulseur de harpon. L'être humain, avec son cortex, invente des armes de jet. Donc, il va se fournir plus facilement et plus efficacement en nourriture. Pour le striatum, c'est une aubaine. Lui, il prend tout ce qu'on lui donne. Donc, on est dans un schéma où le cortex intelligent nourrit le striatum qui est affamé, boulimique. Et ça commence avec les armes de jet, mais ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le néolithique, la sédentarisation, l'agriculture. On invente un système très intelligent pour rationaliser l'approvisionnement en viande. On met les animaux dans des enclos et on produit plus facilement grâce à l'organisation collective. On plante des céréales, on fait pousser des céréales. On invente ensuite le soc, la charrue, on domestique des animaux pour tirer les charrues, toujours plus d'intelligence, jusqu'à l'époque moderne, avec l'invention du moteur à explosion, qui aurait été totalement impossible sans l'intelligence du cortex cérébral. On commence vraiment là à tirer des rendements de la Terre jusqu'à nourrir des millions de personnes, et ensuite avec des engrais azotés, l'intelligence des chimistes, et ensuite les OGM, l'intelligence des généticiens, on fait monter les rendements et on nourrit des milliards de personnes grâce à l'industrie agroalimentaire. Que se passe-t-il à ce moment-là ? On a l'intelligence du cortex qui produit des tracteurs et des engrais, tout ce qu'on veut, qui produit des millions de tonnes de nourriture, de céréales, de viande, de poulet, de bœuf, tout ce qu'on veut, pour un striatum qui, lui, n'a jamais appris à s'auto-limiter. Le résultat, c'est quoi ? La société de pléthore. La société de pléthore, c'est ce monde dans lequel on vit, où on est des millions, des centaines de millions, voire des milliards, à ne pas savoir se limiter face à la nourriture. Le résultat, c'est l'épidémie d'obésité qui est en explosion sur tous les continents. Au point qu'en 2019, l'OMS annonçait pour la première fois qu'on meurt plus des conséquences de l'obésité et du surpoids que de la faim dans le monde. L'espèce humaine est passée d'une problématique de rareté qui l'a accompagnée pendant 3 millions d'années à une problématique d'excès qui a 100 ans, on va dire, même pas. Notre cerveau n'a pas eu le temps de se réorganiser. L'évolution des structures de base du cerveau, ça se déroule sur des dizaines de milliers d'années minimum. Donc on est dans ce monde de pléthore,
qu'on doit à notre intelligence, mais avec un cerveau qui est resté très primitif dans ses désirs, qui lui continue à penser que pour survivre, il faut prendre le plus possible quand l'occasion se présente. Donc ça, c'est pour les conséquences en termes de santé publique, sur le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, tout ce qu'on veut, mais il y a les conséquences aussi pour notre planète, puisque l'agriculture industrielle, c'est plus de 25%, hein, c'est un peu daté cette image. Aujourd'hui, on est rendu à 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qui se passe, c'est quand même un message philosophique assez dingue, c'est que ce qui a été le garant de notre survie, ce système qui était fait pour manger quand on pouvait, avec les outils maintenant technologiques qu'on a, ça devient un outil de destruction. Notre cerveau, qui était notre meilleur allié, devient notre pire ennemi quelque part. Il va falloir arriver à le domestiquer lui-même. Donc ça, c'est pour le premier besoin qui est le besoin de manger. Mais le striatum, il ne veut pas seulement manger, vous vous souvenez, il veut aussi des rapports sexuels. Alors, dans la savane, les humains, c'est quoi? C'est peut-être quelques dizaines d'individus, 50, 60, 70, maxi. Donc, quand on a des rapports sexuels, ça ne perturbe pas le biotope et la composition de l'atmosphère. Bon. Par contre, on fait un saut dans le temps, on arrive à l'époque moderne avec le développement du cortex cérébral. Et qu'est-ce qu'on a? L'intelligence humaine si maligne va inventer, par exemple, Internet. Internet et, pour commencer, soyons sages, des sites de rencontres. Puis après, des sites pornographiques. Les sites pornographiques, c'est là que ça veut dire. Ça veut dire que d'un seul coup, le petit striatum là, qui a rongé son frein, qui a été assoiffé de sexe pendant des millions d'années, il se retrouve avec une offre pléthorique, avec des dizaines de milliers de sites pornographiques qui produisent chaque année des quantités monstrueuses. On a fait le calcul, en fait, si on mettait toutes les données des vidéos pornographiques sur des clés USB, on pourrait les empiler et aller jusqu'à la Lune. 136 milliards de vidéos pornographiques HD consommées par an par l'humanité. Alors, ce n'est pas du tout dématérialisé. On sait que l'industrie numérique aujourd'hui dégage plus de gaz à effet de serre que l'industrie aérienne. Donc ça, c'est des serveurs qu'il faut faire fonctionner, c'est des terminaux informatiques qu'il faut produire, c'est du débit qu'il faut envoyer sur le long des câbles. Et c'est énorme, c'est à peu près, l'industrie pornographique, c'est à peu près 30% de toutes les données numériques qui circulent sur le web. Donc là encore, ce qui a participé à la transmission de la vie dans notre espèce est en train d'avoir un effet catastrophique pour notre avenir. La monnaie se retourne comme pour la nourriture. Et on peut continuer avec le troisième grand besoin, qui est le besoin de statut social. Vous savez, plus je suis important dans mon groupe, plus ma survie est améliorée. Donc mon striatum me récompense dès que je grimpe les échelons dans la hiérarchie sociale. Alors ça marche. De nouveau, vous prenez un groupe d'Homo erectus, 70 personnes. Il y en a un qui arrive à être le chef, il est content, il a de la dopamine. Je ne vois pas en quoi ça menace la biodiversité. Sauf que on arrive à l'ère moderne, là encore, le développement de notre cortex et de notre intelligence se dit, mais comment on va faire en sorte pour que 8 milliards d'individus aient tous l'impression d'être le chef des autres? Eh bien, il y a un truc super qu'on a inventé, les réseaux sociaux. Vous allez sur des réseaux sociaux qu'on appelle statutaires, parce que c'est des réseaux qui vont promouvoir votre statut dans une communauté virtuelle. On fait des expériences aujourd'hui, on reproduit le fonctionnement de ces réseaux sociaux, de type Facebook ou Instagram, et on met des gens dans une IRM pour voir comment leur cerveau réagit. Et bien évidemment, dès qu'ils gagnent des likes, leur striatum leur envoie une bouffée de dopamine, plaisir. Ben ouais, ils se sentent importants. Les gens me voient dans la communauté. On se retrouve là devant son ordi comme l'Homo erectus qui arrive à faire le malin devant les filles de sa tribu, en gros. Et alors en revanche, quand on perd des likes, là le striatum coupe le robinet à dopamine. Et quand on coupe le robinet à dopamine, ça fait quoi? Ça fait ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est addict à la cocaïne, par exemple, et qui n'a pas sa cocaïne. C'est exactement ça. La cocaïne est une molécule qui va provoquer une augmentation rapide de dopamine dans les synapses, dans les intersections entre les neurones, et provoquer un shoot de dopamine intense. Et par contre, dès qu'on n'a plus sa dose, on a une baisse de dopamine et c'est insupportable. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner sur son réseau social et faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'attire l'attention des autres pour qu'ils me donnent des likes, pour que je relance la machine à dopamine. C'est pour ça que c'est une manne financière, les réseaux sociaux. On tient des milliards de gens simplement par un truc globalement inutile, mais qui fait fonctionner leur striatum d'Homo erectus. Je sens que je vais être critiqué, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vous rassure, on n'a pas attendu Internet et les réseaux sociaux pour activer ce ressort dans la psyché humaine. Il y a d'autres moyens de se donner de l'importance dans une communauté sociale, par exemple les automobiles, ça c'est
des expériences qui montrent ce qui se passe quand on montre une belle voiture de sport, symbole de prestige social, à un individu de sexe masculin, je précise. Son striatum lui donne de la dopamine, il dit vas-y achète cette voiture, tu te feras remarquer, c'est très bien. Et ça ne marche pas avec ce genre de voiture. Bon, non, il faut quelque chose qui envoie, quoi. Et puis évidemment, il y a les voitures, mais il y a aussi tout ce qui véhicule une image de statut social, de prestige. Et donc c'est tout l'univers du luxe. Les baskets de marque, dans les cours de récré, les ados, ils se regardent parce que c'est une façon de jauger son statut social. C'est même une dictature, ce truc. Le nouveau téléphone qu'on change tous les ans, pour en avoir un peu mieux, ça ne change pas fondamentalement votre vie, mais il est juste un peu mieux que celui du voisin et un peu mieux que celui de l'année dernière, donc ça véhicule aussi un statut social. Donc le gain existentiel est quand même assez moyen. Par contre, la perte environnementale et pour l'avenir de notre espèce est gigantesque et probablement irréversible. Donc j'aimerais vraiment que tout le monde puisse se dire « mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon cerveau ?» Alors, on va vers le quatrième grand comportement qui est récompensé par du striatum, souvenez-vous. La tendance, plus ou moins affirmée selon les uns et les autres, à vouloir faire le moins d'efforts possible. Bon, la loi du moindre effort, très efficace pour survivre en milieu hostile. Souvenez-vous de ces neurones qui disent sans arrêt « allez, combien je dois dépenser de calories pour gagner ça? Est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas ?» Vous prenez ces neurones qui ont permis la survie de nos ancêtres dans un milieu hostile et vous les transposez à l'ère moderne où le cortex cérébral a inventé plein de choses très intelligentes, ça donne quoi? Vous allez au travail en hiver, le matin, à 7 h du matin, il pleut, une pluie glacée, et vous devez choisir entre prendre votre vélo pour aller au travail ou vous asseoir confortablement sur les coussins moelleux de votre berline, mettre le chauffage et allumer la radio sur votre station de musique préférée. Votre cortex cérébral extrêmement conscientisé des enjeux futurs dit « prends le vélo ». Votre striatum dit « ben non, moindre effort mon garçon, tu prends la berline, tu seras tellement bien ». Donc c'est un peu comme s'il y avait deux voix dans notre tête, c'est le striatum et c'est le cortex. Et puis alors, il n'y a pas que ça. Combien d'appareils aujourd'hui, de gadgets qui sortent des chaînes de montage, ont pour principale fonction de nous permettre de faire la même chose en nous dépensant un peu moins. Là, j'ai montré un vélo, mais il pourrait y avoir la trottinette électrique. Pourquoi ça a tant de succès? Pour quelques calories gagnées, vous avez la domotique. Pourquoi avoir des appareils qui font baisser mes volets à distance, ou même dans ma résidence secondaire, où que je puisse lancer mon four sans avoir à me lever de mon canapé? Des assistants vocaux, c'est pourquoi? C'est pour ne même plus avoir à pianoter sur mon ordi quand je veux commander des sushis à domicile? Alors, je ne veux pas cracher dans la soupe, parce qu'évidemment, la technologie, le but, c'est soulager les efforts humains. Au milieu du XXe siècle, avoir l'électroménager, ça a quand même permis de soulager les ménagères pour leur permettre de ne pas être enchaînées à leur foyer et pour aller travailler. Donc ça a permis une évolution de la société. Donc il y a des bons côtés. Et c'est toute la difficulté avec notre cerveau, c'est de ne pas savoir où est la limite. Qu'est-ce qui va soulager une pénibilité et apporter quelque chose de positif, et qu'est-ce qui va ensuite aller trop loin, où ça n'apporte plus rien, mais par contre, il y a des externalités gigantesques. Quand je trouve un aller-retour pour Bali pour 250 € pour aller siroter une coupe de champagne à 10 000 mètres d'altitude, c'est juste qu'il y a mon cerveau qui dit « ouais, c'est plaisant, et puis ça ne te coûte pas d'effort ». Mais quel est l'avantage pour ma croissance personnelle et pour la société et pour la préservation de l'avenir? Le striatum, il n'a rien qui lui dit qu'il y a une limite jusqu'où c'est raisonnable, et au-delà, ça ne l'est plus. Et c'est pour ça que cette limite, si on veut la connaître, il faut la réfléchir, il faut en débattre, il faut la définir au terme d'un processus de délibération conscient, et ça va être un gros travail. Alors, à ce stade, il y a des gens qui me disent « je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, les humains aiment faire des efforts. Ils vont par exemple à la salle de sport. » Et oui, ils vont à la salle de sport. Et quand ils vont à la salle de sport, je dis « mais les architectes, les ingénieurs qui ont construit la salle, est-ce qu'il y a leur striatum qui leur a dit « vas-y, mets des escalators pour qu'ils ne se fatiguent pas ?» Je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être dans l'inconscient, mais c'est toujours un truc qui est là. Et on termine avec le grand besoin de trouver de l'information pour survivre. Souvenez-vous, nos ancêtres. Oui, je détecte une trace, je vais survivre, je sais la distinguer de celle d'un prédateur, je vais survivre, c'est très bien. Et donc, j'ai un striatum extrêmement sensible à toute forme d'information très discrète. Et là arrive le développement chez Homo sapiens du cortex cérébral, et on arrive dans un monde qui est celui que nous connaissons, où les informations sont
saturées, elles sont partout. On vit dans un monde saturé d'informations, des écrans lumineux dans la rue, des publicités qui captent notre attention, au travail, des alertes email qui me disent « Regarde, il y a quelque chose de très important ». En fait, ce n'est pas important du tout, mais mon attention ne peut pas s'empêcher de regarder parce qu'à chaque fois, c'est un shoot de dopamine. Dans ma poche, j'ai un téléphone portable qui est une machine à m'envoyer des informations et qui me force à regarder en vibrant dans ma poche pour me dire « Regarde, c'est important », alors je regarde. J'ai une notification. Et la notification, c'est quoi? Ah non, bon, finalement, ce n'est pas intéressant. À chaque fois, ce n'est pas intéressant, c'est que des histoires. Et ça peut être n'importe quoi, des conseils pour plus avoir à se laver les dents, une affaire entre deux people, enfin. Et on regarde. Et il y a des fils d'informations continues comme ça, qui aboutissent à nous faire défiler en fait ces menus sur notre téléphone, avec ce nouveau terme qui est apparu, scroller, ça veut dire faire défiler à l'infini. Doom scrolling, ça veut dire scroller à l'infini et jusqu'à sa propre perte. C'est un mélange. Doom, c'est la damnation aussi en anglais, à la fin du monde. Scroller jusqu'à la fin du monde. Et ces menus déroulants sont infinis et ça fonctionne parce que peu importe si on comprend ou si on en ressort avec une vision plus intelligente, plus organisée du monde dans lequel on vit, ce n'est pas le problème. On scrolle parce qu'à chaque nouvelle information, notre striatum nous envoie une petite bouffée de dopamine. Et à la fin, on éteint, on se dit mais où j'étais, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas le problème. Notre monde est saturé d'informations au point qu'on a même créé un terme qui s'appelle l'infobésité et qui est l'équivalent pour l'information de l'obésité pour l'alimentation. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on arrive là avec un cerveau qui veut de l'information sans limite et auquel on propose de l'information sans limite et donc il ne sait pas dire non et donc il se gave et donc il en fait des indigestions. Il ne peut littéralement pas métaboliser, digérer l'information. Et il a à la fois un trop-plein et une incapacité à faire le tri des bonnes, des mauvaises. Et en plus, ça aboutit à des situations de vie quotidienne où on peut se demander finalement, l'état terminal de l'humain, c'est peut-être ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors maintenant, on sait ce qu'on va faire avec ça. Enfin, vous le savez maintenant. Ben oui, vous le savez, parce que maintenant, vous savez quel piège nous tend notre cerveau. Et donc, tout naturellement, vous vous dites, je ne vais plus avoir besoin de tout ça. Moi, maintenant, je sais que mon striatum, machin, donc je ne vais pas être dupe. Et là, quand on se dit ça, on essaye et puis on se rend compte qu'en fait, ça ne change pas grand-chose ce qu'il a raconté le monsieur dans son micro. On continue à consommer et puis on continue même parfois à vouloir plus. À se lasser parfois de la paire de baskets qu'on avait ou du téléphone. On se dit tiens, j'en prendrai bien un nouveau. Ou, voilà. Enfin, pas vous, vous, je sais que vous êtes très très engagés, très mobilisés, mais beaucoup de gens. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir quelle espèce de saleté c'est cet organe dans notre cerveau. Qui a été étudié en détail par un génie des neurosciences, pour moi, Wolfram Schultz, à l'Université de New York, qui a découvert un phénomène, au nom savant, mais que les hellénistes déchiffreront sans peine, l'habituation hédonique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'habituation hédonique? C'est l'habituation du plaisir. Ça désigne un phénomène tout simple en psychologie et en neurosciences, qui est le fait que quelque chose qui va nous donner du plaisir au début, au bout d'un moment, ne nous en donne plus. On se lasse de tout. Et lui, ce qu'il a démontré, Wolfram Schultz, c'est que quand on donne une récompense, par exemple, à un petit singe, il commence par les singes et puis après fait chez les humains. Au début, on a beaucoup de dopamine. Et puis, on attend un peu, on lui redonne la même récompense et il y en a de moins en moins. Et puis, à la fin, il n'y en a plus du tout. Et à la fin, il peut même y en avoir des dépressions de dopamine si on ne lui donne pas sa récompense. Quand on a régulièrement le même plaisir, au bout d'un moment, ce système de récompense, ce striatum dit « bon, moi ça me va, j'ai vu, je veux autre chose ». Et ce qu'a découvert Wolfram Schultz, c'est que le seul moyen de le forcer à relancer la production de dopamine, c'est d'augmenter les doses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un nouveau téléphone, ça veut dire une nouvelle voiture, ça veut dire, oui, deuxième besoin, un nouveau partenaire sexuel, ça arrive, ça veut dire toujours des nouveaux appareils pour nous soulager de nos efforts. Je veux dire, on vit dans une société où on n'a plus d'efforts à faire. Par contre, quand on nous propose un service de livraison à domicile dans l'heure ou dans la demi-journée, il nous le faut absolument. Ce système s'habitue à tous les avantages qu'on peut trouver sur les 5 grands besoins que je vous ai montrés là. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez terrible. Moi, j'ai une nièce, par exemple, qui a eu, il y a 3 ans, le nec plus ultra des iPhones, je ne sais pas quoi. Elle a eu énormément de dopamine au début. Et aujourd'hui, elle me dit « mais il est nul, mon téléphone, il est nul ». Pour son striatum, il est nul. Je veux dire, elle serait arrivée, ne serait-ce que, je ne sais pas, il y a
il y a 50 ans, dans le bureau du président de la République, avec ça, elle serait passée pour la reine du monde. Elle allait regarder, je peux communiquer à n'importe qui, je peux prendre des photos, je peux me connecter, je peux voir des images. On aurait dit, mais de quel siècle futuriste viens-tu? C'est une merveille ton appareil. Mais non, elle disait, il est nul. Il est nul parce qu'il avait 3 ans et qu'il lui fallait le nouveau modèle, plus plat, très important, plus plat. Bon. Mais effectivement, on sait bien, je ne sais pas, vous avez peut-être acheté une voiture récemment. Au début, franchement, on l'adore, sa voiture. L'odeur, tout, les options, les options suréquipées et tout. Et puis, 6 mois après, on nous entendait qu'il y a une nouvelle option en plus, encore plus suréquipée, et qu'il y a votre copain qui vous dit « Ah, t'as que celle-là, toi ?» Voilà. Et on commence à regarder dans la vitrine du concessionnaire, se dire « Ouais, je vais peut-être prendre des locations longue durée. C'est que 300 € par mois, ça me permet de changer de voiture tous les ans, moindre frais. » C'est insidieux, ce truc. Je sais bien que pour vous, ça ne compte pas, mais pour les autres. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? L'habituation hédonique, c'est un petit problème, on est d'accord. Mais là, les personnes qui croient dans l'avenir de l'humanité, et j'en fais partie, hein, vous voyez bien, me disent, mais Sébastien, tu n'as pas compris. Effectivement, on a tendance à vouloir toujours plus, mais il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait ce qui nous attend. On est la première génération qui sait exactement ce qui va se passer dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, en fonction des efforts qu'on fait ou qu'on ne fait pas. En général, je leur dis, oui, il a fallu un Covid pour baisser de 7% les émissions de gaz à effet de serre, et le GIEC nous dit que si on voulait atteindre les accords de Paris, il faudrait 10 ans de Covid de suite. Donc la conscience du futur, ok, on va faire des efforts, mais surtout, je leur dis, ne vous méprenez pas, mes amis. Quand vous pensez au futur, il y a la partie de votre cerveau qui comprend, c'est votre cortex cérébral. C'est lui qui comprend, par exemple, la notion de futur lointain, la notion de modélisation, de projection, de gaz à effet de serre, tout ça. Intellectuellement, vous comprenez. Mais ce qui va décider de votre comportement de consommation au jour le jour, ce n'est pas votre cortex. C'est le striatum, parce que c'est lui qui dit « je te donne de la dopamine ou je ne t'en donne pas ». Et le striatum, lui, son problème, c'est que pour lui, le temps n'existe pas, le futur ne compte pas. Le striatum n'est pas doté, en fait, des structures neuronales nécessaires pour se construire une échelle de temps. Il ne voit que l'instant présent. Donc, il va réagir en fonction de ce qu'il peut avoir ici et tout de suite. Et ça a été mis en évidence par un psychologue, Walter Mischel, qui a mis en évidence ce phénomène d'abord en étudiant les enfants. Il avait commencé sur ses propres enfants. Il s'est dit, tiens, je vais faire une expérience sur mes enfants. Et en fait, c'était une expérience géniale. Il l'a reproduit après chez d'autres enfants, chez des ados, chez des adultes. L'expérience se déroule comme ça. Donc, on fait venir des enfants au laboratoire et on leur dit, tu peux avoir une friandise, un marshmallow, et tu peux l'avoir tout de suite si tu veux. Ou alors, si tu résistes, et si tu arrives à tenir pendant 10 minutes, à te projeter à 10 minutes dans le futur, tu en auras 2. Alors là, là, il se pose la question. Et c'est pas facile. Dans son cerveau, la partie à l'avant du cortex, le cortex préfrontal, près du front, lui dit « Attends, il faut se projeter dans le futur ». Mais le striatum, lui, il dit « Mais non, ce serait tellement bon maintenant ». Donc il y a une guerre de tranchées, il y a vraiment un bras de fer qui s'instaure. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, ça fait mal, c'est dur. Il utilise son cortex, c'est très très bien. Alors les autres enfants, eux, 80%, ils craquent. D'accord. Mais lui, vous allez voir, lui, il tient bon. Terrible. Et finalement, chose promise, chose due, l'expérimentatrice revient, elle dit « C'est bien mon garçon, je te félicite, tu as tenu, tu as résisté à l'attrait de l'instantanéité. Et voilà ton deuxième marshmallow. » Là, on se dit que c'est peut-être lui l'avenir de l'humanité. À la fin, le striatum gagne toujours. Alors, ces expériences ont été ensuite refaites chez des adultes, alors pas avec des marshmallows, en général avec des sommes d'argent, et c'est pareil, c'est-à-dire que plus un enjeu est éloigné dans le temps, moins il a de capacité de mobiliser notre motivation dans l'instant présent. Moi, j'appelle ça le syndrome de la côte de bœuf, parce qu'avec mes collègues, on est tous très mobilisés pour le climat, on en parle, et puis au moment d'aller déjeuner, il y en a toujours un qui dit « Allez, on va se faire une bonne côte de bœuf ».
Puis je leur dis, ouais, mais attends, c'est le coût en eau que ça représente, la viande bovine. Tu penses à notre planète desséchée, dis, oui, mais attends, ça va pas maintenant que ça va changer quelque chose. Hein. On y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? À l'arrivée de tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On a quand même un cerveau qui nous pousse un peu à faire n'importe quoi. Est-ce que ça veut dire que c'est foutu? Il faut savoir juste que ce système, il ne faut pas le sous-estimer. Il est très puissant. Il nous a permis de survivre. D'une certaine façon, moi je lui dis merci. C'est quand même vachement bien fait, un striatum. On pourrait très bien se dire, finalement, on a mangé notre pain blanc, la monnaie se retourne, c'est un petit peu la fin des haricots, on a tenu 3 millions d'années, c'est pas mal pour une espèce. La moyenne des espèces vivantes, c'est plutôt vers 2 millions, donc merci striatum, au revoir, tirez de rideau, on arrête tout. Ou on peut se dire qu'on va essayer de ruser avec ce système grâce à notre intelligence pour l'utiliser un petit peu pour autre chose. Et pour ça, il faut analyser la situation. Ce système ancestral, il est donc, moi j'appelle ça un système inertiel. Il est très très vieux. Il y a eu beaucoup de temps pour s'ancrer dans notre structure de base, dans notre logiciel, notre hardware cérébral. Ça veut dire qu'il a mis beaucoup de temps aussi pour stabiliser, sélectionner un certain nombre de gènes. Donc on porte en nous cette machine, d'accord ? Bon. C'est hyper efficace jusqu'à présent. Alors maintenant, ça devient une catastrophe, mais jusqu'à présent, c'était hyper efficace. C'est un truc qui fonctionne tout seul. On n'a pas besoin de réfléchir. Quelle que soit votre intelligence, ça va fonctionner. La preuve, c'est que ça marche chez un macaque et chez une musaraigne. Un système parfaitement rodé. Il n'y a même pas besoin de conscience à la limite. Bon. Et c'est robuste et c'est persévérant. Ça veut dire que ça ne va pas se laisser décourager. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce système automatique? Le terme d'automatisme est très important. Parce que la clé, ça va être de s'extraire des automatismes. Qu'est-ce que ça veut dire, s'extraire des automatismes? Eh bien, vous allez le voir tout de suite parce que je vais vous proposer un petit test. Je vais vous demander, vous allez voir apparaître à l'écran des mots qui désignent des couleurs. Et je vais vous demander de lire les mots à haute voix le plus vite possible. Vous êtes prêts? On y va. C'est beau l'apprentissage de la lecture. Hein. Ah, on voit la force de l'éducation nationale là. C'est automatisé. Tac, direct, on ne réfléchit pas, ça marche tout seul. Bon, maintenant on va faire un autre exercice. Je vais vous repasser des mots de couleur, mais ils sont écrits dans des couleurs différentes. Et il va falloir dire le nom de la couleur de l'encre. Et pas lire le mot. Vous êtes prêts? On y va. Hey! Alors, là, je suis un petit peu embêté pour la suite de mon exposé parce que vous êtes le meilleur public que j'ai eu sur ce test. Bon, c'était quand même moins net que la première partie. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, on a un automatisme qui nous fait lire le mot. Parce que cet automatisme, on l'a appris depuis les bancs de l'école, et puis c'est extrêmement ancré et très efficace. Pas besoin de réfléchir. Et donc, pour arriver à citer le nom de la couleur, il faut commencer par bloquer l'automatisme. Et donc ça, c'est quelque chose qui demande un effort, justement de la partie jaune du cerveau du petit garçon, là, le cortex préfrontal. Et donc, ça donne une piste pour arriver à mieux le faire, à moins se tromper, à être plus tous synchro ensemble, c'est de se dire en voyant le mot, je commence par bloquer l'automatisme de la lecture du mot, et ensuite je dis le nom de la couleur. On recommence, on y va. Prêt? Jaune, vert, rouge, vert, bleu, jaune, rouge, bleu, vert, rouge. Bravo! Bon, j'ai un peu ralenti la cadence. Bon. Non, mais quand même. Donc, c'est-à-dire que vraiment, une fois qu'on sait qu'on a un truc ancré qu'il faut lutter contre, c'est très important. Et donc, qu'est-ce qui nous permet de faire ça? Je reviens de la neuroscience, fini de rire. C'est le cortex préfrontal. Donc, la partie rouge là, du cerveau humain, c'est la partie du cerveau la plus développée chez l'humain. Ça prend presque la moitié de la surface du cortex. C'est gigantesque, c'est hyper puissant. Et c'est capable de bloquer le striatum
il y a des neurones, donc des prolongements des cellules nerveuses qui relient le cortex préfrontal en rouge au striatum qui ici est en bleu et qui vont avoir une action bloquante, une action inhibitrice grâce à des neurotransmetteurs, des molécules inhibitrices, notamment le GABA qui est une molécule qui va bloquer le striatum. Alors ce qui est très important à remarquer ici, c'est d'une part qu'on est équipé pour faire ça, d'accord ? Que c'est la partie du cerveau la plus développée dans notre espèce, que c'est celle qui a explosé dans l'évolution d'Homo sapiens. Si on regarde par rapport aux autres espèces de primates qui nous précèdent dans l'arbre phylogénétique, on voit que le cortex préfrontal ne fait qu'augmenter de taille. Et quand on voit ça, ça veut dire une chose très claire. Ça veut dire que dans la lignée des hominidés, ça représente un avantage déterminant. Si ça a été sélectionné par l'évolution, c'est que c'est hyper important. C'est une partie du cerveau qui consomme beaucoup d'énergie. Hein. Donc on ne fait pas de dépenses d'énergie s'il n'y a pas, souvenez-vous, un bénéfice en contrepartie. Donc quel est le bénéfice énorme pour l'espèce humaine d'arriver à bloquer son striatum? Eh bien, il y a un anthropologue, psychologue, neuroscientifique qui a beaucoup fait parler de lui à cause de ses théories, qui sont notamment les théories du cerveau social, il s'appelle Robin Dunbar, qui a découvert en fait que la principale fonction de cette partie du cerveau, c'est de nous permettre de vivre en groupe, en collectivité, parce que pour pouvoir vivre dans des collectivités nombreuses, il faut arriver à suivre des règles communes. Et pour suivre des règles communes, ça suppose en fait de respecter des interdits et de ne pas faire n'importe quoi. Et dans toutes les sociétés humaines, c'est des tabous, des interdits, des règles contraignantes. Alors il a même étudié, cet anthropologue et neuroscientifique, les comportements collectifs justement de toutes ces espèces de singes au cortex préfrontal plus ou moins développé. Et il a constaté une loi vraiment fascinante, la loi de Dunbar, qui montre que plus une espèce a un cortex préfrontal développé, plus elle arrive à maintenir sa cohésion dans des groupes nombreux. Parce qu'un petit Wissiti, un petit cortex préfrontal, donc celui qui a envie d'aller manger des cacahuètes alors que les autres disent c'est pas le moment, ben, il s'en fiche, il continue à manger ses cacahuètes et le groupe il explose, il y a des disputes, ça ne marche plus du tout. Alors qu'un orang-outan, un gorille, ben, ils peuvent vivre dans des groupes plus étendus parce qu'ils arrivent parfois à mettre un peu entre parenthèses leur désir personnel. Et chez l'être humain, on arrive à vivre dans des sociétés de millions d'individus grâce à une capacité, en fait, on ne se rend pas compte, à nous retenir de faire plein de choses. Vous allez le matin à la boulangerie, on ne se rend pas compte, mais c'est des merveilles de neurologie, ces gens. Sans le cortex préfrontal, ils seraient tous en train de se passer les uns par-dessus les autres pour aller prendre les croissants le premier. Mais non, ils restent sagement dans la queue parce qu'il y a une norme sociale établie, tacite, plus ou moins, qui fait que on se retient et on attend et on patiente. C'est pas facile, mais la société ne pourrait pas marcher autrement. Tout le système de circulation sur la voie publique, c'est que des interdits partout. Ça fonctionne que grâce à ça. Et on le respecte, à peu près tous, enfin, sauf certains. Mais globalement, c'est incroyable. Je veux dire, une scène comme ça, c'est une déclaration d'impôt, ce serait impossible sans un cortex préfrontal extrêmement développé. Si on avait juste un striatum, le striatum dirait « Mais qu'est-ce que tu fais, malheureux? Tu es en train de donner de l'argent à une administration ?» Ce qui permet d'ailleurs de comprendre que ceux qui trichent avec le fisc ont peut-être des problèmes de cortex préfrontal. Alors, ça c'est vraiment un message. Ce que je veux dire, c'est quand on regarde même au niveau historique, au niveau de l'évolution des civilisations, on voit que les moments où les premières civilisations organisées se sont construites, ça a été d'abord sur des règles contraignantes, par exemple dans le domaine religieux, puisqu'on prenait l'étape de la loi, c'est beaucoup tu feras pas ci, tu feras pas ça, tu feras pas ci, tu feras pas ça. Et ensuite, vous avez les codes de la loi qui dans le droit en fait, international qui établissent une liste d'interdits, il faut les respecter. Et ce qui est fantastique, c'est qu'en fait, on vit le plus naturellement du monde dans cet univers qui est bourré d'interdits, parce qu'on les a totalement intégrés, pour le coup. Alors normalement, ça devrait très bien marcher. On devrait être capable de dire au striatum, ça suffit, maintenant tu vas prendre un petit verre d'eau et une biscotte et tu vas aller te coucher, puis tu vas arrêter de t'amuser sur Internet et de t'acheter des voitures et des téléphones et des baskets, et puis de faire des ventes flash à tout bout de champ. Tu vas vivre sobrement. Normalement, on a un cortex préfrontal qui est capable. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, si on regarde bien l'évolution de notre société, vers la moitié du XXe siècle, dans les années 60, 68, il s'est passé un truc où d'un seul coup, les capacités de production en fait, de l'appareil industriel ont été telles qu'il a été possible de fournir à tous les foyers et tous les individus
un réfrigérateur, un autoradio, un grille-pain, tout ce qu'on veut, plein de biens matériels avec une production qu'il faut écouler. Et c'est le moment où on dit aux gens, allez, arrêtez de vous embêter avec le cortex préfrontal, c'est libérer vos désirs, consommer, il est interdit d'interdire, jouissez sans entrave. Ça paraît être une idéologie philosophique, en fait, c'est juste une adaptation de nos circuits cérébraux à une capacité de production de notre société. Et donc on va dire, c'est plus la peine maintenant de nous reposer sur notre cortex préfrontal pour tenir en tant que société. La technologie est là pour produire pour chacun, et la promesse du bonheur, c'est simplement l'abondance individuelle. Donc qu'est-ce qui se passe quand on vient au monde dans une société où on nous dit ça, et où tout est de plus en plus facilement accessible? Eh bien, on apprend à plus faire fonctionner son cortex préfrontal. Et on se retrouve simplement avec des désirs qu'on essaye d'exprimer le plus librement possible. Et c'est là que la notion de liberté individuelle, qui est héritière plutôt des Lumières, des humanistes, des révolutions de l'individu, il y a deux ou trois siècles, la liberté individuelle, ça devient plutôt tu es libre de choisir ce paquet de pop-corn ou celui-là. C'est ton choix. Et personne ne peut te priver de cette liberté. Et si un jour quelqu'un te dit que tu ne peux pas manger de viande ou que tu ne peux pas prendre l'avion 10 fois par an, attention, c'est quelqu'un qui a un discours liberticide. Et tu dois te battre contre ça. Et ça, c'est notre striatum qui nous le dit. Alors, comment remettre le cortex préfrontal dans la boucle? Alors, les études, justement, sur le fonctionnement de cette partie du cerveau nous montrent une chose, c'est que si on vous dit maintenant, il va falloir lutter contre ton striatum, il va falloir rester chez toi, arrêter de sortir, manger de la viande une fois par mois, prendre des douches de 3 minutes, soit tu as des convictions extrêmement bien ancrées, tu as une force de caractère hors du commun, soit tu vas craquer au bout de 10 jours maxi. Tout seul, le cortex préfrontal a très peu d'énergie. Il s'affaisse complètement. Et en revanche, dès qu'on est en groupe, là, il se réveille. L'expérience du marshmallow que je vous montrais tout à l'heure, avec le petit garçon, a été faite récemment, aux Pays-Bas, dans une version nouvelle. Alors d'abord, les chercheurs ont refait l'expérience du marshmallow original avec 2 enfants, chacun dans son coin. Donc chacun des enfants était dans les conditions des enfants avant. Donc il devait faire le test du marshmallow dans sa pièce, devant son marshmallow, devant son assiette. Et là, conformément au résultat de la première expérience, ils échouaient. Ils ne pouvaient pas attendre. Et puis ensuite, on a refait l'expérience sous une version qu'on appelle interdépendante. C'est-à-dire qu'à chaque enfant, on lui disait « Tu vas passer le test avec le marshmallow là, mais il faut que je te dise autre chose, c'est que dans la pièce à côté, il y a un autre enfant comme toi qui va faire le test aussi. Et si lui, il réussit, mais que toi, tu rates, il n'aura pas son marshmallow. Mais toi non plus, évidemment. Donc tout le monde sera privé. Et puis si toi, tu réussis, mais que lui, il rate, toi, tu ne vas pas avoir ton marshmallow. » Et là, ils réussissent. D'un seul coup, ça change complètement la donne. Alors, on pourrait essayer de discuter pourquoi, mais en tout cas, leur cortex préfrontal se met en route. La notion peut-être d'être responsable devant quelqu'un d'autre, ou d'être mal vu si on a fait rater l'autre. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Ça s'appelle le contrôle social. Ça se développe assez tôt chez l'enfant, en fait. Et même si son cortex préfrontal est encore assez immature par rapport à celui d'un adulte, il arrive à s'activer dans une situation d'interdépendance. Et ça, c'est quelque chose quand même d'assez fondamental. Ça veut dire qu'on vit dans une société où chacun fait ce qu'il veut dans son coin, et du coup, il se dit, si moi je suis seul à faire des efforts et que les autres ne le font pas, ça n'a aucun sens, donc on ne le fait pas. Par contre, si on arrive à recréer les conditions de cette expérience où il y a quelqu'un qui dit tout le monde dépend des autres, il faut que tout le monde joue le jeu, et qui arrive à vraiment à convaincre que ce sera le cas, c'est-à-dire en fait qu'on vit dans une société où il y a de l'équité, de la transparence, et de la responsabilité, et on porte les efforts ensemble, les sacrifices sont partagés, à ce moment-là, on met en œuvre cette capacité du cortex préfrontal. Alors imaginons qu'on arrive à ça, ce qui supposerait quand même pas mal de changements au niveau politique, à mon avis. Imaginons. Là, je sens qu'il y en a qui commencent à avoir un peu peur, là. Qui se disent « Waouh, on se retrouve dans une société où tout le monde se regarde de travers, on n'a plus le droit d'aller s'acheter un sachet de chips. Est-ce que ça, c'est encore une vie ? Est-ce qu'on peut vivre de cette façon-là sans plaisir ? » Alors, c'est là que je vous dis, en fait, le plaisir, c'est pas du tout ce qu'on croit. Souvent, quand je raconte ces histoires de striatum, il y a un doigt qui se lève dans le public, ce n'est pas encore le cas, peut-être qu'il aurait fallu que j'attende davantage, quelqu'un qui me dit, mais en fait, si le problème c'est le striatum, pourquoi on n'enlève pas le striatum ? Bon. Les progrès de la chirurgie sont faramineux.
On passe les gens sur le billard, on enlève le striatum, ils rentrent chez eux, et puis ils boivent un verre d'eau, ils mangent une biscotte, et la planète est sauvée. Le problème, c'est qu'ils ne mangeraient même pas la biscotte. On a des exemples de cas de personnes dont le striatum est détruit, notamment par des AVC ou des accidents, des traumatismes crâniens, et il n'y a plus de désir. Les gens n'ont plus envie de rien. Ils sont incapables de se motiver eux-mêmes pour faire des choses toutes simples pour survivre. Pour aller au travail, pour aller s'acheter à manger. Même si on leur met un délicieux marshmallow, là, ils n'auront jamais l'idée de le manger. Et c'est même pas qu'ils ne sentent pas le goût des choses, parce que si on leur met dans la bouche, ils disent c'est bon, mais c'est qu'ils n'ont pas l'envie de faire le geste pour aller prendre la chose pour avoir du plaisir. Donc on a besoin du striatum, et on a donc besoin de la dopamine, et on a besoin de ce désir de se faire plaisir d'une façon ou d'une autre. Le plaisir, le désir, la vie, c'est un peu la même chose. Alors comment faire pour... Donc en imaginant que le cortex préfrontal force tout le monde à descendre un petit peu au niveau des doses, hein, pour continuer à avoir de la dopamine et du plaisir. Alors il y a 3 voies possibles pour ça. La première, ça consiste à utiliser une capacité de notre cerveau qui est sous-exploitée dans notre monde, c'est la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience au niveau neurologique? C'est une synchronisation des neurones de plusieurs aires cérébrales qui fait que d'un seul coup, on se rend compte de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en train d'enfourner des chips devant sa série télé, sans sentir le goût, on ferme les yeux, on coupe les écrans, on est en conscience et on se rend compte qu'on est en train de mâcher. Et là, d'un seul coup, le goût est décuplé par la conscience. Et il y a une connexion qui se fait entre les zones du cerveau qui se synchronisent et le striatum qui fait que le plaisir est décuplé par la prise de conscience. Ça veut dire être présent à ce qu'on fait pour savourer ce qu'on a. Et la plupart du temps, on mange trop vite ou on fait tout trop vite, forcément, tout accélère, on le sait, hein, ça c'est un mouvement de la société. Et donc, on n'a pas le temps vraiment de savourer en pleine conscience ce qui nous arrive. En principe, sur le papier, on aurait absolument tout pour être heureux, mais on cherche toujours à avoir plus à cause de l'habituation hédonique. Mais un moyen de lutter contre l'habituation hédonique, c'est de se recentrer, de se dire maintenant, je vais vraiment essayer d'être pleinement à ce que je fais quand je le fais. Et cette mise en pratique, notamment dans le domaine alimentaire, avec des ateliers de pleine conscience, on développe sa conscience des saveurs quand on mange, et c'est fait auprès de personnes en situation de grave surpoids, d'alimentation compulsive, qui ont tout essayé, qui n'y arrivent pas, et à qui on apprend à prendre conscience de tout ce qu'il peut y avoir comme saveur, comme texture, comme arôme dans un grain de raisin. Ça se fait avec un grain de raisin sec. On apprend à quelqu'un à être en pleine conscience de son raisin sec quand il le mange. Et ça marche. Ça se fait dans des hôpitaux à Sainte-Anne, par exemple, à Paris. Ça a été introduit il y a une vingtaine d'années. Et au bout d'une séance de pleine conscience avec un raisin sec, ces gens vous disent « mais j'ai retrouvé en fait les saveurs. Je ne savais plus ce que c'était que la saveur de la nourriture. Je mangeais de façon mécanique. » Et une fois qu'on retrouve la saveur, ce n'est plus la quantité qui compte. On commence à avoir de nouveau plus de plaisir avec moins de nourriture. Ça veut dire que l'équation, elle n'est pas figée. Donc ça, c'est une première voie hyper importante qu'on peut développer en faisant de la méditation de pleine conscience, par exemple. Il y a plus de 4000 publications d'imagerie cérébrale en neurosciences qui ont été publiées sur la méditation de pleine conscience. Ce n'est plus du tout quelque chose d'ésotérique ou de purement religieux. C'est devenu en fait une branche entière du développement cérébral. Ça change le cerveau et ça permet vraiment de changer notre rapport à toutes nos sensations. Donc ça, c'est une voie alternative pour l'humanité peut-être, de se dire je baisse les doses avec mon cortex préfrontal, avec un retour au collectif, et je fais de la pleine conscience pour ne pas perdre la dimension plaisir de la vie. Mais ça suppose quand même une discipline. Ça suppose du temps, régulièrement. Et on manque de temps, il y a le stress, il y a la pression, l'organisation du travail. Donc tout doit aller ensemble aussi. Si c'est un projet personnel, il peut fonctionner qu'à l'intérieur d'un projet collectif aussi, au niveau sociétal, au niveau professionnel, au niveau légal. En tout cas, cette possibilité existe dans notre cerveau. Il y a une deuxième façon, finalement, de vivre avec très peu, mais avec énormément de plaisir, c'est de miser non pas sur une croissance de la quantité matérielle des biens qu'on consomme, mais de la quantité mentale des connaissances auxquelles on accède. La société de la connaissance et de la culture. Ce que je vous montre là, c'est une vision d'artiste en fait, qui a été adaptée depuis une imagerie cérébrale obtenue à l'université de San Francisco, en Californie, qui montrait ce qui se passe dans le cerveau d'un jeune à qu'on emmène dans un musée, par exemple. On le fait visiter un musée, où on ouvre une encyclopédie avec lui, on lui montre la carte de l'Amérique latine, par exemple, lui a fait apprendre le nom des capitales, ou on l'emmène en forêt pour lui apprendre le nom des arbres, ou
on lui montre les étoiles la nuit, on lui apprend le nom des constellations. Donc tout ça, ça va éveiller sa curiosité, son ouverture à la nouveauté, au savoir, et on voit qu'à ce moment-là, son striatum commence à libérer de la dopamine. Mais il faut attendre 15-20 minutes. Ça ne se fait pas tout de suite. Il faut le temps de se concentrer, d'écouter un petit peu les explications, d'être dans l'ambiance, de maintenir une attention soutenue sur quelque chose qui n'est pas forcément très spectaculaire de prime abord. Et là, la dopamine s'écoule, notamment dans cette partie du cerveau qui est en rouge là, qui s'appelle l'hippocampe, qui est le point d'entrée des souvenirs dans notre cerveau. Ça veut dire ce qui va permettre de mémoriser ce qu'on a appris grâce à cette ouverture et à cette curiosité. Alors ça, c'est quelque chose, c'est une voie toute tracée vers une société où on produirait des cerveaux addicts à la connaissance, avec un impact carbone quasi nul. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça ne se vend pas. Quand vous avez des possibilités d'avoir de la dopamine, non pas en 20 minutes, mais en 1 seconde, en appuyant sur un bouton YouTube pour voir un influenceur ou une pub ou n'importe quoi, le cerveau, il fait son choix. Pourquoi m'embêter à écouter un prof qui parle pendant 20 minutes alors qu'il n'y a rien qui flash et qui clignote et qui fait du bruit? Non, je vais sur mon téléphone portable et je n'écoute pas ce qu'il raconte. Donc finalement, la guerre, elle va se jouer un petit peu, c'est une bataille du temps, une bataille de l'attention et de la capacité qu'aura notre société à valoriser ce moyen d'accès à la dopamine par en fait, les ressources de notre cerveau et de la transmission entre individus. Et ça, il faut le dire, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment notre cerveau fonctionne pour faire des choix. Et puis ensuite se dire sur quoi on va miser notre avenir. Peut-être que l'économie, la croissance, elle a besoin plutôt de vendre des téléphones et de capter l'attention des adolescents, mais à long terme, ça ne va pas marcher. Alors que là, on a quelque chose qui construit pour le futur, je ne vais pas dire pour l'éternité, mais pour très très longtemps. Et puis il y a une troisième voie, c'est la dopamine qui est liée aux pratiques altruistes. Et ça, ce n'est pas l'altruisme sous sa dimension où on pourrait critiquer et dire un peu c'est des grandes idées, ça ne marche pas en pratique. Ce que je vous montre là, c'est les résultats d'expériences qui ont été menées à l'université de Zurich en 2019 sur des personnes à qui on faisait faire un test d'altruisme. Alors c'est un peu comme le test du marshmallow, sauf qu'il n'y a pas un marshmallow, mais il y a 100 € sur la table. Vous arrivez, on vous dit, ces 100 €, vous faites ce que vous voulez avec. Soit vous repartez avec, soit vous en laissez une partie, ce que vous voulez, pour un inconnu qui viendra après vous, et que vous ne reverrez jamais. Donc vous n'aurez même pas la lueur de gratitude dans ses yeux, c'est un acte purement désintéressé, vous faites ce que vous voulez. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie des individus dans cette expérience qui choisissent de partager, et parfois de laisser même carrément la moitié, mais en pur altruisme total. Et ce qu'on voit dans leur cerveau, c'est leur striatum qui envoie de la dopamine. C'est comme si, en fait, se priver de 50 € pour quelqu'un qu'on ne reverra jamais, pour ces personnes-là, c'est comme manger un bon hamburger ou s'acheter une voiture ou un téléphone ou aller à l'autre bout du monde en avion pour se distraire. C'est véritablement une source de plaisir, instantané et très puissant. Alors c'est là que j'arrive à la partie un petit peu plus polémique de l'expérience, c'est qu'en fait, je vous ai dit certaines personnes. Qui sont ces personnes? Eh bien, il y a une grosse différence entre hommes et femmes. Je sens que dans les échanges qu'on aura après, là, avec les voitures aussi, on va pouvoir en parler. Les chiffres disent que 66% des femmes choisissent de partager et ont de la dopamine dans leur striatum. Et 66% des hommes choisissent de prendre tout l'argent et de repartir avec. Alors là, inutile de vous dire que ça a fait de remous dans la communauté scientifique. Déjà, il y a ceux qui ont dit « mais c'est normal, enfin, que les femmes aient de la dopamine quand elles se sacrifient, parce qu'il faut bien, pour que l'espèce survive, qu'elles puissent se sacrifier pour un autre, leur enfant. » C'est pas faux. C'est peut-être en partie vrai. Mais ça n'expliquait pas tout l'effet, et même pas la majorité de l'effet. En revanche, le gros de l'effet mesuré était mieux expliqué par des données sociologiques et par le fait que dans 99% des sociétés sur Terre, les petites filles et les petits garçons ne sont pas éduqués de la même façon. Et notamment les petites filles, quand elles partagent, qu'elles sont gentilles, altruistes, empathiques, on les félicite. On dit c'est bien. La petite fille qui revient de l'école, qui dit ma voisine, ma copine, elle avait oublié son stylo au contrôle, donc je lui ai donné le mien, et du coup, j'avais plus de stylo, j'ai raté mon contrôle. À la petite fille, bien souvent, on lui dit ok, tu as une mauvaise note, mais ce que tu as fait, c'est bien. Par contre, le petit garçon qui fait ça, il dit mais ça va pas, là, tu sais, tu vas te faire marcher sur les pieds, il faut se défendre dans la vie ne fait pas de cadeaux, mon garçon. Enfin, pas à vos enfants, à vous, hein, je sais, mais beaucoup.
Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire une chose. Souvenez-vous que depuis 3 millions d'années, le petit striatum, là-haut, ce qu'il fait, c'est de la reconnaissance sociale du statut dans une communauté. Et la première communauté, c'est la famille, c'est-à-dire on est reconnu à travers des comportements altruistes. Le striatum va donner de la dopamine quand on est altruiste. Et donc, ça donne ces 66% de petites filles qui vont se retrouver ensuite plutôt avec des tendances à vouloir aider, qu'on va retrouver par exemple dans les études sociologiques à moins négocier par exemple leur salaire d'embauche parce que c'est moins important, parce qu'on a peur de demander pour soi aussi, parce qu'on a été plutôt valorisé comme personne qui pense aux autres. C'est très important ça, de voir que ça prend. Et puis il y a 33% de filles, bon, aussi, qu'on va peut-être retrouver dans de très haute sphère de la politique et du pouvoir, parfois. Il faut se dire que ce n'est pas non plus 100% d'un côté ou de l'autre, alors qu'un petit garçon à qui on apprend qu'il faut jouer pour sa pomme dès le début dans la vie, qu'il faut se défendre et ne pas se laisser marcher sur les pieds, bah, ils comprennent que pour avoir un statut social et être reconnu, il faut se défendre et il faut avant tout être compétitif. Donc bah, le résultat, c'est qu'on est quand même dans une société qui marche encore beaucoup avec ces valeurs-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre striatum, il n'est pas bloqué au départ, il n'est pas taillé dans le marbre, et qu'en fonction de la norme sociale qu'on véhicule dans les familles, à l'école, dans les médias, dans la société, dans le débat public, si on a une norme sociale qui redéfinit les critères de valorisation de l'individu, en les faisant reposer non plus sur la réussite individuelle, mais sur les comportements prosociaux ou vertueux ou altruistes, on peut reconfigurer les striatums pour en faire des addicts à l'altruisme. Et là, ça changerait complètement la donne. Mais on verra que les conditions pour y arriver, ça suppose encore une grande révolution culturelle. Alors, que dire de tout ça? On a fait un petit peu le tour. Voilà des pistes que je voulais évoquer avec vous pour vous dire que la situation n'est pas désespérée. Peut-être qu'en sortant d'ici, vous vous direz, avant d'aller vous précipiter sur le prochain buffet, je ne sais pas s'il y a un buffet d'ailleurs, je pense voilà, on va partager, en tout cas, c'est le sens aussi, on peut faire un buffet en partageant. Je ne pense pas qu'il y ait de buffet, je me suis un peu avancé, je suis désolé. En tout cas, je voulais vous montrer une dernière image. Ce que vous voyez là, à droite de votre écran, c'est un cerveau visualisé grâce à la technique de tenseur de diffusion qui permet de visualiser les fibres en fait, neuronales qu'on appelle les axones. Récemment, il y a une dame qui devait être opérée pour une opération d'épilepsie et qui a accepté, donc forcément on devait prélever un petit bout de son cerveau, qu'on prélève 1 mm3 de son cortex cérébral et il a été découpé en 5000 tranches, ce millimètre cube de cerveau. Et grâce à ça, on a pu reconstituer cette structure tridimensionnelle. Et on voit que dans ce millimètre cube de cerveau, il y a une quantité d'informations en termes de synapses qui est supérieure à celle des plus grands méga-calculateurs du monde aujourd'hui. Et que donc, si on fait le calcul, il y a à peu près 1 million de millimètres cubes de matière grise dans un cerveau, ce qui fait qu'on a tous 1 million de supercalculateurs dans notre tête. Donc, faisons-en un bon usage. Merci de votre attention.